de 60 ans après l'adoption par les Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme et plus de 30 ans après l'adoption par l'Organisation de l'Unité africaine de sa propre Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, on enregistre toujours de nombreuses et graves violations des droits de l'homme dans une grande partie de l'Afrique, souvent orchestrées par les États eux-mêmes. Ces violations sont pour la plupart des effets secondaires de l'instabilité politique, la pauvreté et la guerre civile. Des cas de violations les plus signalés figurent les exécutions extrajudiciaires, des mutilations et des viols. Les déversements d'hydrocarbures dans le delta du Niger, le pillage de minéraux du Congo, les déchets toxiques en Côte d'Ivoire avec la complicité des autorités corrompues constituent autant d'exemples de pratiques irresponsables qui caractérisent nos économies dites émergentes. Ces observations soulèvent de sérieuses questions sur le fonctionnement de notre propre législation en matière de droits de l'homme. Avec l'adoption et la ratification de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples au courant des années 80, l'Afrique a rejoint l'Europe et les Amériques dans le giron de 3 continents du monde dotés de leurs propres instruments des droits de l'homme. En 1987, l'OUA a créé la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, conformément à l'article 30 de la Charte, dans le but de promouvoir les droits de l'homme et de veiller au respect par les États africains de leurs obligations en vertu de la Charte. En 1998, lors du sommet de l'OUA tenu au Burkina Faso, en adoptant le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les États membres ont décidé d'initier le processus de création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples afin de compléter et de renforcer le mandat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le protocole est entré en vigueur le 25 janvier 2004 après sa ratification par plus de 15 pays. La Cour a officiellement démarré ses activités à Addis Abeba, en Éthiopie, en novembre 2006. Un an plus tard, en 2007, son siège a été transféré à Arusha, en République unie de Tanzanie. Aujourd'hui, plus d'une décennie après, la Cour est pleinement opérationnelle à Arusha. D'aucuns seront certainement curieux de savoir comment concrètement la Cour africaine des droits de l'homme complète le mandat de protection de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Comment cette auguste institution déploie-t-elle sa compétence en matière consultative et en matière contentieuse sur la question des droits de l'homme? L'Afrique peut-elle relever les défis des droits de l'homme du nouveau millénaire? Les Africains, dans leur vaste majorité, seraient bien tentés de faire le déplacement d'Arusha, siège de la Cour, pour trouver des réponses à ces nombreuses interrogations. Mais avant même de visiter la Cour, combien de personnes à Arusha, ou encore dans n'importe quelle autre ville ou village d'Afrique, savent quelque chose sur la Cour africaine? Combien ont-ils conscience de leurs droits? Un échantillon aléatoire d'opinions recueillies par micro-trottoirs dans les rues d'Arusha nous renseigne sur notre niveau moyen de sensibilisation en la matière. Cette femme pense que la situation des droits de l'homme s'améliore. Aujourd'hui, soutient-elle les gens jouissant de la liberté. Par le passé, des personnes étaient tuées sans que justice soit faite. Elles étaient privées de leur liberté de croyance ou même de leur droit de vendre des biens leur appartenant. Une dame qui tient une boutique dans les environs de la Cour estime que la plupart des femmes sont privées de leur droit à l'égalité. À son avis, les violations des droits fondamentaux des femmes et des enfants sont très préoccupantes. Elle aimerait bien savoir où se cachent ceux-là qui prétendent défendre ces droits. Bien des jeunes conducteurs de mototaxi estiment que le gouvernement a oublié les jeunes. Seul quelqu'un d'entre eux ose dire ce qu'il pense devant la caméra. La plupart craignent de critiquer ouvertement l'action du gouvernement. Do you know what human rights are? What the right to life, the right to go to school, to have housing, to have justice. We need the court of the woman rights, because if we have a court of the woman rights, it will be very defended for us. Have you ever heard of the African Courts of Human Rights? Their mandate, maybe it's not very clear, but I know where they are. I heard about it, but I don't know how it works.
how it performs its duties. Yeah, I don't know. Munis de ces interrogations et préoccupations de la population, dirigeons-nous à présent vers la cour située dans la périphérie d'Arusha. Une audience publique se tient aujourd'hui, occasion idéale d'observer toute la cour en pleine action. Mais avant même l'entrée en jeu des juges, comment les choses se déroulent-elles dès le début? J'ai rendez-vous avec la juriste principale de la cour pour savoir comment un citoyen ordinaire peut introduire une requête et obtenir justice devant la cour pour violation des droits de l'homme. Is there any specific way for someone to bring an application, or can they email it, can they fax it, or they have to deliver it by hand and follow procedure? You can fax it if you've got access to fax machines. You can email it if you've got access to the internet. You can post it if you can only use postal services, or you can bring it if you want to bring it yourself in person. So it is very flexible. As long as it is received here, okay, it is acceptable. You can get the application form from the website if you've got access to the internet. If you don't, and you have not used the form, that does not mean that your application will not be received in the court. Okay, so I can just write a letter? You can write a letter. Okay. So when an application comes in the court, they put the stamp to acknowledge receipt and the date and time. Okay. And once they've done that, they send it to the registrar immediately. La Cour accepte des requêtes rédigées dans n'importe quelle langue africaine. Il s'agit d'un véritable défi pour le continent doté de la plus grande diversité linguistique, avec plus de 1500 langues parlées. Pour des raisons pratiques, la Cour fonctionne avec 4 langues officielles de l'Union africaine: l'arabe, le français, le portugais et l'anglais. You cannot talk of an international court of justice without a language department. In the African Court on Human and People's Rights, for instance, during every session, you have many interpreters who come here to work for the court. And we have judges from the different parts of the continent of Africa. If a judge speaks, for instance, in Arabic, he's interpreted into English and into French at the same time. And it goes the same for all the other judges who come from the different parts of the continent. If a judge speaks in English, he's interpreted into French and Arabic simultaneously. Ça, c'est la première session publique de la Cour. C'est un moment vraiment historique pour la Cour. On va entendre ce qu'ils disent. Corporate bodies in West Africa to access this court without any restriction. Le requérant, M. Femi Falana, de nationalité nigériane et avocat défenseur des droits de l'homme, dit avoir déployé des efforts pour amener le gouvernement du Nigeria à déposer la déclaration prévue à l'article 34.6 du protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ces efforts s'étaient avérés vains. Il a dû introduire une requête contre l'Union africaine en tant que représentant des 53 États membres qui la constituent. Sa requête soulève la question de l'accès direct à la Cour par les individus et les ONG. Ce faisant, elle remet à cause la légalité de l'article 34.6. En d'autres termes, si un pays ne procède pas au dépôt de la déclaration, aucun de ses ressortissants, encore moins les ONG, ne pourront saisir directement la Cour. À la mi-2012, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a statué que l'Union africaine ne peut être poursuivie devant la Cour au nom de ses États membres ou pour des obligations de ceux-ci. En dépit de sa personnalité juridique d'organisation internationale, elle n'est pas partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ni au protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Voici le greffier de la Cour. Il est chargé de l'administration générale, tient un rôle de toutes les affaires et assure une communication efficace entre les parties et la Cour. Dites-nous, monsieur le greffier, qu'advient-il à une requête et comment la Cour procède-t-elle? When I receive a case, I send to the president and I send to the judges as well. But since the president is full-time working here,
I have a direct communication with the president on a daily basis. Okay. Yeah. For cases that I'm not very sure whether the requirements have been met, I meet with the president, we discuss it, I seek his advice before I take any further action. What criteria do you use to evaluate whether a case is worthy for the court to hear or not? For example, the application must be signed. The applicant should indicate whether they have exhausted local remedies. The applicant should indicate the evidence that they intend to bring before the court to prove the allegations. So the role of the registrar is to look at whether an application submitted before the court meets those requirements. La Cour doit encore faire face à des défis. Par exemple, seuls 26 des 54 pays ont ratifié le protocole à ce jour et 5 d'entre eux seulement ont fait la déclaration reconnaissant la compétence de la Cour pour recevoir directement les requêtes émanant de personnes victimes de violations des droits de l'homme. J'ai à présent l'opportunité de m'entretenir avec le président de la Cour pour m'enquérir des raisons qui peuvent expliquer cette situation. How is the court encouraging African states to recognize the court's jurisdiction? The court has been using mainly sensitization activities, like sensitization visits to the highest authority, political authorities in countries which have ratified the protocol establishing it, but which have not yet made a special declaration authorizing individuals and NGOs to bring cases before it. Since the beginning of 2011, the court has started receiving an increasing number of cases. In 2011, the court received 14 cases in contentious matters and 2 requests of advisory opinion. Did you make an appeal to the remaining African countries who have not ratified the declaration, and how did they respond? Yes, of course we did. We always do. How they respond? Generally, the member states which express themselves on the issue, because all of them don't take the floor on this, say that they are going to consider making the declaration. But one thing is to say that you are going to consider, another thing is to do it. Yes. Nous nous rendons à présent au Ghana où nous espérons avoir la chance de rencontrer tous les juges de la Cour au même endroit. La Cour s'évertue à atteindre tous les États membres à travers le continent. Dans la mesure du possible, elle tient ses sessions hors de son siège à Arusha. Le Ghana est un des premiers pays africains à acquérir l'indépendance et l'un des premiers à ratifier le protocole reconnaissant ainsi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. De plus, il est à ce jour l'un des 5 rares pays africains qui ont déposé la déclaration prévue à l'article 34.6 permettant à un individu ou à une ONG d'attraire un pays devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. This situation places Africa in a paradox where member states of the African Union have established a human rights court but have at the same time almost closed its doors to individuals, whereas by definition human rights are the rights of individuals. J'aimerais savoir comment une personne physique ou une ONG doit s'y prendre pour saisir la Cour d'une plainte pour violation des droits de l'homme. Le juge Nanwiri Thompson du panel explique que ces ONG doivent avoir un statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme avant de pouvoir saisir directement la Cour. Les voici tous réunis à présent. Les juges, les interprètes et de nombreuses autres personnes qui travaillent dans l'ombre de la Cour. Je suis déterminée à m'entretenir avec chaque juge ici au Ghana afin de me faire une idée exacte de ce qui les motive. Honorable, en vertu de quelle loi cette Cour a-t-elle été créée? Vous avez la charte qui est
le texte de base qui définit les droits protégés. Vous avez le protocole qui organise la Cour, qui porte sa création, organise, définit les compétences et tous les autres éléments relatifs à la Cour. La Cour applique la charte, mais aussi tout autre instrument juridique relatif aux droits de l'homme, ratifié par les États africains. Le président et le vice-président de la Cour sont élus parmi les 11 juges en exercice ressortissants des États membres de l'Union africaine. Les juges sont élus au scrutin secret par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine parmi des juristes jouissant d'une très haute autorité morale, d'une compétence et d'une expérience reconnue dans le domaine des droits de l'homme et des peuples. There are 11 members of the court. That is as stipulated under the protocol. The members are there from various parts of the continent. You are nominated by your country and elected at by the Assembly of Heads of States of the African Union, but you're there in your individual capacity. I am from Ghana, and I'm not there to represent the interests or to represent Ghana, so to speak. I'm there to function as a judge, and that is how it is in every court. People come from different parts of their country, but you're there to do justice. Excellence, qui nomme les juges de cette cour et comment sont-ils nommés? Le juge doit avoir une haute autorité morale et doit avoir des compétences dans le domaine requis, notamment ici en matière de droits de l'homme, des compétences académiques, des compétences juridiques, professionnelles, une certaine expertise. Excellence, pouvez-vous s'il vous plaît nous dire comment les cas sont gérés dans cette cour? Une requête peut être introduite par voie de simple lettre dans une des langues officielles de l'Union africaine, voire dans toute autre langue africaine. Cette requête doit parvenir au greffe, doit faire état des violations alléguées, éventuellement des moyens de preuve. Une fois que la Cour considère qu'elle est en possession de toutes les informations nécessaires, elle délibère à huis clos. C'est-à-dire que la Cour se réunit avec le personnel du greffe essentiel à la conduite de ses activités judiciaires et elle procède à la rédaction d'un jugement. Ce jugement est adopté par la Cour, il est signifié aux parties, ce jugement est obligatoire, mais il est communiqué pour information au comité des ministres, au conseil exécutif de l'Union africaine, aux fins de contrôle de son application. What benefits would the member states receive from giving up some of their sovereignty to allow the courts to scrutinize by ratifying the protocol and the declaration? Human beings must always have an outlet, especially when it comes to their human rights. They must always feel that the horizon is not a wall. They can continue on. So it is good to have a continental court. That would eliminate a lot of build-up of ill-feeling and that needs to come. Exactly. So if you want a contented, peaceful and progressive structure, you need to see to all these things. And it's not really giving up of sovereignty, rather you're reinforcing your sovereignty. Does the court undertake any cases that have to do with the interpretation of a member state's constitution? Not many people are actually aware of this competence, which is very important. People always think that you come to court on contentious matters, but you can also approach this court for an advisory opinion, because a country may, for example, set up its own constitution, and then before putting it into operation, they can approach
our court to find out whether the provisions of their constitution relating to issues of human rights are compatible with the African Union's Charter on Human Rights. And then we'll advise them. And if they take our advice, if we feel that their constitution is going to be in conflict with the Charter, then they would redraft it in such a way that it would not be in conflict. Justice Augustino Ramadani, how are the decisions of this court enforced? Article 30 of the protocol demands states, all states, when they are parties to a dispute, to comply with the judgment of the court. That is one. But not only to comply, but two, to comply within the time framework given in the judgment by the court. And lastly, to guarantee the execution of those judgments. Are there any specific programs the court is instituting in order to address gender-based human rights violations? There is a protocol on the rights of women, protocol from the Charter on the rights of women, which gives specific rights to women. So the court can interpret that protocol when a matter is brought before it concerning a breach of that protocol. So in that way, the court can entertain the rights of women. Could you please explain about the possible extension of the jurisdiction of the court to deal with criminal matters? What does that entail? There was a decision which was made in Egypt, in Sharm el-Sheikh, to extend the jurisdiction of the African Court of Justice and human rights to deal with international crimes such as genocide, war crimes, and crimes against humanity. When do you think this extension might happen? Is it already in the near future, in the pipeline for the near future? Is there already a deadline or a given date? Yeah, actually it's not essentially, basically our role to persuade the state parties to make the necessary ratifications. I think it will be the function of maybe the African Union Commission itself, or those stakeholders, some African states that are particularly interested, those who think that being taken to The Hague should be avoided at all costs, and that possible offenders should be tried within the context of the African continent. I think those will have the task of persuading others to make the necessary ratifications to make that court operational. But I still believe it will be an uphill task. L'accès à la Cour par les individus et les ONG restera très limité tant que tous les États membres n'auront pas procédé au dépôt de la déclaration en vertu de l'article 34.6 du protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. De graves violations des droits humains continuent de se produire quotidiennement, y compris des violences sexistes et les crimes contre l'humanité, et impunément dans la grande majorité de nos pays. Combien de temps les Africains devront-ils attendre pour que nos droits de l'homme et des peuples soient défendus et sauvegardés par des autres? Quelle est la vision de chaque juge pour l'avenir des droits de l'homme en Afrique? C'est de voir les droits de l'homme connus d'abord, et puis respectés. My vision is that in the foreseeable future, there will be opportunity for as many individuals
and NGOs to bring human rights applications to the court. Je crois que l'Afrique pourra effectivement s'approprier de tous ces instruments parce que la pression sociale est là. My vision about human rights protection or promotion on the African continent is not a bright one. I'm more pessimistic. But judging from what is happening around, especially the Arab Spring, I think there's a realization now that human rights must be respected, and that those people who believe that they can violate them with impunity, I think the time is over. J'aimerais en fait voir un renforcement de la culture judiciaire sur le continent africain et de la culture démocratique, bien entendu. Donc il y a 3 grands défis: renforcer la culture des droits de l'homme, la culture de la démocratie et la culture judiciaire. Ce sont là les 3 ingrédients qui permettront à la Cour, en fait, de s'acquitter de sa mission de la manière la plus efficace possible. So I think the way forward for the continent would be for the court to be used as a mechanism to protect human rights, which would lead us to stability on the continent, economic development, to fight starvation, hunger, and illiteracy. So I really think that issues of human rights are at the heart of all this. Le succès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples dépendra de notre capacité à tous à la saisir. Cependant, nous devons d'abord convaincre nos gouvernements de lui donner la pleine compétence sur les différences en matière de droits de l'homme. C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que notre aspiration commune à garantir les droits de l'homme pour tous les Africains deviendra une réalité.